Bonjour à tous, je suis Anton Malafeев, je suis spécialiste en intelligence sociale, la matière d'ailleurs que j'enseigne à Schema Business School. Je suis écrivain, entre autres, après avoir écrit le livre Psychologie des nouveaux riches. Et à mes heures très perdues, je suis youtubeur et intervieweur. Et donc ça tombe bien parce que justement aujourd'hui je suis en présence de Sabrina Menasria que je vais demander de se présenter brièvement, succinctement et nous raconter qui est Sabrina, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Déjà, merci Anton de me recevoir. Je suis ravie d'échanger avec vous. Donc, moi, Sabrina Menasria, je suis experte en neurodiversité et talent singulier. Je dirige une société qui s'appelle Singularity Talent. Et j'ai co-créé une association qui s'appelle Les Singulières. Et ce que je fais, c'est essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est la différence cognitive, ce que sont les modes de fonctionnement cognitifs différents, et d'essayer de favoriser l'inclusion de personnes. Alors, il y a des termes très barbares, alors on utilise le terme neurodiversité, mais c'est de favoriser la compréhension et l'inclusion de personnes qui pensent différemment dans notre société pour qu'elles puissent infuser leurs idées, qui sont généralement des idées très innovantes, et leurs talents. Voilà. Bon, alors puisque vous oubliez de dire des choses sur vous, je vais le faire à votre place. Vous avez travaillé dans de très grands groupes comme Oui. L'Oréal, je ne sais plus les noms Chanel. exactement, mais Mhm. voilà, pendant plusieurs années, vous avez fini par créer donc votre affaire, votre cabinet de conseil qui concerne davantage, pour parler, on va dire, pour l'instant en tout cas, avec un vocabulaire accessible à tous. En gros, votre travail concerne le domaine RH. Entre autres, pas que. Non, parce que je fais beaucoup d'interventions et de conférences dans tout un tas de domaines, y compris dans le thème du développement personnel. Typiquement, j'ai un podcast qui s'appelle Pensée singulière et qui donne des outils pour les personnes, justement, pour aider à se comprendre. Mais effectivement, le 80% de mes activités, c'est dans le domaine RH. D'accord. Donc je vais pas totalement faux sur Non, toute non, la non, ligne. non, 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 non. Mais comme je suis Alors, singulière, je fais beaucoup de choses. oui, oui, bah justement, alors essayons de définir déjà, parlons d'abord de ça et ensuite on va se lancer. Moi j'ai chaud, je sais pas vous, mais moi j'ai chaud, je vais commencer à me déshabiller, je sens. Ça Pourtant j'ai mis la commence bien. clim, mais le sud au mois de juin, comment vous dire? Bon, je pense qu'on est déjà à 30, au moins à 30 degrés à Ah oui. 10 heures à l'extérieur là. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous avez évoqué le terme singulière ou singularité. Hmm. La chose que personnellement, je découvre en fait, en vous découvrant à travers votre article dans HBR, Harvard Business Review. Et personnellement, j'utilisais depuis déjà plusieurs années un autre terme, mais qui sémantiquement est très proche, qui est l'atypisme. Hmm. Et globalement, on va dire dans la masse générale, un peu partout, dans les médias, cette population de gens, communément, on appelle les surdoués, les HPI, les zèbres, le terme que personnellement me donne des boutons. Bien que bon, j'ai rien contre Diane Siofachin, je comprends très bien pourquoi elle a choisi cette terminologie, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'est devenu ce terme les zèbres, quand quand je vois par exemple dans des groupes de discussion, certains écrivent ah bah moi je suis une zébrette ou moi je suis un zèbre. Ouais, c'est ça. Moi je peux pas quoi. Voilà, donc les Ah ouais. surdoués, les HPI. HPI, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est haut potentiel intellectuel. Parfois, Hmm. on les appelle aussi les THPI, très haut potentiel intellectuel, donc très très haut. Donc là, on est voilà. Et on va rentrer dans les détails bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que juste pour aller plus loin, juste pour que je puisse vous poser les questions dont je voulais parler avec vous, il faut juste qu'on définisse, pour ceux qui découvrent le sujet, c'est quoi la singularité, c'est quoi l'atypisme. Donc, est-ce que vous commencez ou je commence? Allez-y, je vous en prie. Alors, la singularité, j'ai commencé du coup, parce Allez-y. que j'élabore la pensée en même temps que je vous écoute. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes. Si vous voulez, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à nommer la différence. On sent qu'il y a quelque chose chez certaines personnes qui est différent, qui fonctionne différemment, etc., mais on n'arrive pas à le nommer. Et donc, il y a plein de termes. Comme haut potentiel intellectuel, ça classifie, bah, zèbre, c'est plus mignon. Sauf que zèbre, c'est mignon quand on a 10 ans, mais quand on en a 60, ça résonne moins. Donc, le fait de trouver des mots, c'est compliqué. Et à un moment donné, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut trouver un terme pour définir cette différence. Cette différence, elle se qualifie comment?
part de l'intensité, et c'est ça qui caractérise ces profils. Et ça, c'est un psychiatre polonais qui n'est pas très connu en France, mais qui est connu aux États-Unis, qui s'appelle Dabrowski, et qui a lui mis en avant 5 grands domaines d'hyperexcitabilité. Et en fait, certaines personnes, elles sont hyper intenses dans ces domaines-là. Et donc, il y a le domaine intellectuel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui sont hyper intenses intellectuellement. Qu'est-ce que c'est être intense intellectuellement? C'est chercher à comprendre, essayer de résoudre des problématiques, avoir besoin en permanence de stimuler son intellect. Et il y a d'autres domaines émotionnels, créatifs, parce que c'est des personnes généralement très innovantes, sensitives et moteurs. Donc ça, c'est les 5 grands domaines. Et ce qui est intéressant dans cette approche, et moi je parle de singularité, c'est que les personnes qui sont concernées par ces formes d'intensité-là, qui les vivent depuis la naissance, c'est inné, et bien souvent elles sont, elles se sentent pas supérieures ou inférieures, et c'est bien le problème du terme haut potentiel intellectuel, surdoué, c'est juste des personnes qui fonctionnent différemment. D'où le terme singularité, qui vient juste mettre en avant le fait que c'est un mode de fonctionnement qui est sous-représenté dans la population. Il y a des chiffres, on dit 10 à 15%, voilà, et ça va au-delà du QI. Ça va au-delà de l'intelligence rationnelle, logico-mathématique, On est d'accord. parce que ça intègre les dimensions émotionnelles et créatives. Voilà. Et les termes HPI, etc., HPE, posent problème parce que les gens, vous comprenez que socialement, c'est compliqué d'arriver et de dire « Bonjour, je suis haut potentiel intellectuel » parce que les autres, finalement, qu'est-ce qu'ils sont? Et l'idée, c'est pas de hiérarchiser. Et HPE, c'est quoi? Au potentiel émotionnel? Émotionnel, ouais. Ouais. Et potentiel émotionnel, c'est les hypersensibles, les personnes qui ont une grande intensité émotionnelle. Je pense que globalement, on aime beaucoup dans la société, peut-être même particulièrement en France, de donner des termes ampoulés comme ça, haut potentiel émotionnel. Personne ne comprend ce que ça veut dire, mais voilà, c'est Chief Advisor Officer, voilà, personne n'a rien compris, mais tout le monde le met sur LinkedIn, quoi. Et oui, je suis très d'accord finalement avec votre définition. J'aurais pu dire pratiquement la même chose. La seule différence, c'est que encore une fois, sémantiquement, pour moi, la singularité et l'atypisme, c'est très proche. Oui. Et donc, voilà, dans les années 2010, quand j'écrivais mes premiers articles sur le sujet, quand je faisais mes premières vidéos aussi sur le sujet, et d'ailleurs, ça, c'est la première interview sur le sujet. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, bien sûr, Sabrina est la première femme sur cette chaîne, n'est-ce pas? Donc, ça se célèbre, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, feu d'artifice, champagne, tout ça. Wow. Et je suis vraiment très, très content, particulièrement ravi, d'autant plus que ça a pris quoi? Ça a pris même pas une semaine entre le moment où je vous ai contacté en proposant cette discussion, qui n'est même pas une interview finalement, et vous avez accepté très rapidement, on a réglé les problèmes techniques, et puis bim, voilà, on enregistre ça de manière très, très inofficielle, simple, détendue et amicale. Donc, alors, je parlais de l'atypisme. Donc, ça va très bien dans le même sens. L'atypisme, c'est aussi quoi? C'est la pensée en arborescence, c'est la pensée heuristique, qui est un bordel pas possible quand on ne sait pas le maîtriser. C'est pour ça qu'il faut pas donner la parole à certaines personnes longtemps, parce que ça part dans tous les sens, on comprend plus rien. C'est clair. Voilà. Et donc voilà, quoi qu'il en soit, je pense qu'encore une fois, cette vidéo sera regardée essentiellement et principalement justement par la population concernée, donc par les singuliers, les atypiques, les surdoués, les HPI, etc. Donc on ne va pas passer 3 heures sur la définition. Ils savent déjà très bien de quoi il s'agit, d'autant plus qu'il y a une tonne d'articles et de vidéos sur YouTube et partout sur le sujet qui définissent cette population, comment elle fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est pas le sujet. Et moi, je voulais vous parler, voilà de quoi. Donc là, je prends votre article dans HBR, à travers lequel je vous ai découvert, comme quoi ça marche quand même bien les grandes éditions, hein, pour se faire connaître, n'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui chez moi, demain chez CNN. Mais bravo, vous serez le premier, le pionnier à avoir invité la première femme. Bien sûr. De toute façon, c'est moi qui remplacerai le CNN prochainement, donc comme ça. Bon, alors, ma première question que je me suis notée déjà en lisant votre article, encore avant de vous contacter, pourquoi les MAD skills? Je vous cite simplement, dans votre article, vous dites, ce sont les compétences qui permettent à un individu d'anticiper et de gérer le changement et l'imprévu en intégrant rapidement un nombre important d'informations très variées. Le terme, comme très souvent aujourd'hui en France, la terminologie est en anglais, MAD skills. MAD, c'est fou. Alors pourquoi
les capacités de fou. C'est quoi? C'est un truc de ouf? De quoi on parle? C'est peut-être un truc de ouf aussi. Non, alors c'est pas mad au sens de la folie mentale, c'est quand on dit que quelque chose est mad, c'est incroyable, il y a un double sens au mad. Quand quelque chose en anglais est incroyable, on dit c'est mad, et on dit aussi quelqu'un qui est fou qu'il est mad. Donc il y a peut-être un rapport intéressant à faire entre les personnes qu'on dit peut-être être entre guillemets folles, mais qui viennent nous surprendre, qui viennent nous nourrir de choses incroyables, et le fait d'être surpris et justement de se dire mais c'est mad, c'est ouf. En français, l'équivalent, ce serait les ouf skills. Bon, je vais pas prendre le terme. Et alors, pourquoi un terme anglais? Parce que c'est un terme qui existe déjà et que c'est facile et que ça va dans la continuité des hard skills, soft skills et mad skills. Mais c'est bien parce que ce sont des compétences qui nous surprennent, parce que les gens qui utilisent ces capacités qu'ils ont, généralement, ils sortent des sentiers battus. C'est pas des gens qui vont dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas des gens qui vont vous faire l'analyse que vous avez envie de recevoir à cause de cette pensée en arborescence dont vous parliez. Donc, ils vont aller chercher dans des endroits improbables des solutions, des idées, des analogies, et ils vont venir avec quelque chose où vous allez dire, mais d'où tu vas chercher ce truc? C'est ça les mad skills. Les mad skills, c'est des compétences vraiment qui permettent de gérer la nouveauté et l'incertitude. Et dans un monde en perpétuel changement, c'est devenu indispensable. Excusez-moi, j'ai un courant d'air qui s'est installé là de l'autre côté de l'appartement. Je dois fermer une fenêtre, sinon, Okay. sinon ça va être une catastrophe. Et donc, par contre, en vous écoutant, je me suis dit, fait une réflexion comme ça. Est-ce qu'on va pas se tromper avec ce terme, je sais pas, et se rendre compte dans 10, 15, 20 ans, comme à l'époque avec le terme surdoué, qui finalement, selon moi, et je sais que selon vous aussi, on en a parlé au téléphone, le terme qui ne correspond absolument pas à cette population, parce qu'on ne parle pas des surdoués, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement intelligents par rapport au reste de la population. Ils sont justement atypiques, ils sont justement singuliers, mais ils ne sont pas extrêmement plus intelligents. Et pourquoi on s'est trompé avec ce terme? Parce que c'est tout simplement la traduction, mauvaise traduction, de l'anglais gifted people. Traduction, on a rajouté sur quand même, hein. Parce qu'on dit pas over-gifted, si vous voulez, on dit gifted. Oui, C'est c'est nous qui avons vrai, mis mais le c'est sur, hein. c'est pour ça que pour moi c'est une mauvaise traduction. Pourquoi? Parce que en russe, on utilise pour le même mot, pour le même terme, on utilise la même traduction de gifted people qui en russe одаренные люди. Bon, ça vous parle pas, mais je vous le dis. Et donc ça veut dire exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est traduit mot à mot de l'anglais comme les gens ayant reçu un cadeau. Ouais. Voilà. Et en français, on a traduit ça comme des surdoués. Alors, allez savoir d'où c'est sorti. Donc, mauvaise traduction. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une traduction. On a simplement pris le terme. Mais est-ce que, dans l'esprit français, mad skills, ça serait vraiment adapté de dire ça? Je vais vous dire pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que moi, quand je lisais votre article, c'est la première fois que je voyais ce terme, mad skills. Je connais très bien soft skills, hard skills. On va en parler, bien sûr. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... What if? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, alors, peut-être, je ne sais pas comment vont évoluer ces termes, après on les définit à un moment donné. Après, mad skill, ça ne vient pas de moi, c'est un terme qui est émergent J'imagine. en fonction du contexte qui est d'actualité. Moi, je le trouve assez à propos, parce qu'il prépare quand même les gens à une forme d'effet un peu de surprise. C'est-à-dire, ah, mais cette personne-là, elle a vraiment quelque chose qui sort du lot. Donc après, bien sûr, on peut prendre l'option MAD, folie, hôpital psychiatrique. Je vous rappelle quand même que HP, hein, hôpital psychiatrique, voilà, bon, je rentrerai pas dans le parallèle, mais sincèrement, les personnes qui pensent différemment, il y en a beaucoup dans l'histoire qui ont été prises pour folles, l'air de rien. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais c'est pas le mot folie au sens premier du terme, c'est le mot mad, vraiment dans son sens le plus, enfin, en tout cas en anglais, le plus surprenant. Et celui qui prépare les gens, parce que je pense que les gens sont pas forcément prêts, notamment en France, à être dérangés, à sortir un petit peu du cadre, à avoir des gens qui les challengent. Et ça, c'est quelque chose que le mot porte en lui. Et donc, inconsciemment, psychologiquement, je pense que ça les prépare aussi à intégrer des choses qui vont un peu les surprendre aussi. Donc le mot, il peut faire aussi le job pour préparer les gens à recevoir ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Comme vous l'avez dit, on classe, hein.
On hiérarchise. Le sur, voilà, la plupart des cultures en Asie, c'est pareil. Hein. On dit celui, que ce soit au Japon, c'est celui qui a reçu un don du ciel. Je ne saurais pas vous le dire en japonais, je connais juste la traduction. Pareil en Chine, c'est celui qui a reçu un don. En France, on a rajouté du sur, on a rajouté du o, on a rajouté même du THPI. Vous imaginez, on a saucissonné ça. Donc il y a quelque chose aussi qui est très français, qui consiste à classer. Et le mot maths, je pense que ça vient un petit peu mettre le bazar là-dedans, et je pense personnellement que c'est très bien comme ça. Ouais. Mais c'est d'ailleurs ça, c'est qu'on peut développer le sujet à l'infini, et en fait c'est assez anecdotique, on pourrait en faire un sketch, parce que HPI, alors toi déjà tu es plus intelligent que la moyenne, mais attention, il y a THPI, il fait encore plus intelligent que toi, donc ferme-la quoi. C'est ça. Et il y a vraiment... TTHPI, hein. Attention. Ah, il y a encore TTHPI. Eh oui, voilà. C'est-à-dire que là, on est, voilà, on est dans les étoiles. Il n'y a plus rien, quoi. C'est ça, dans les étoiles. Voilà. Mais après, je pense que c'est typiquement français, ça, j'ai l'impression. Oui, alors un peu allemand aussi. Je sais qu'en Allemagne, ils sont un petit peu comme ça aussi. Mais cette capacité à mettre du classement et à saucissonner comme ça une petite partie de la population, parce que encore une fois, hein, c'est un fonctionnement minoritaire. Par contre, ce que ça révèle, et c'est là où moi je parle de singularité extrême, c'est-à-dire que les intensités de ces personnes-là sont tellement puissantes que vraiment ça les isole du reste de la population. Donc il y a il y a vraiment des profils très très singuliers pour le coup, très très intenses, et qui du coup sont encore plus en difficulté pour interagir socialement avec les autres, parce que leur intensité les déborde, enfin sont trop fortes. Donc c'est pas. Mais alors voilà, ça c'était pour moi c'est un très bon passage au sujet suivant, toujours de votre article, que je veux aborder avec vous, et pour moi il me tient à cœur parce que je réfléchis là-dessus depuis assez longtemps. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, je vous ai envoyé mon article que j'ai écrit en 2014. Ça, c'était le moment où je découvrais le sujet. Et mon idée du départ, en 2014, c'était la première entreprise des surdoués. Et donc, bien évidemment, à l'époque, j'utilisais le mot surdoué parce que je découvrais, on va dire, la terminologie, comment ça se passe, comment ça marche psychologiquement, socialement, intellectuellement et compagnie. Et donc, la première entreprise de surdoués. On ne va pas en parler là tout de suite. D'abord, je vais vous citer un paragraphe de votre article pour rentrer dans le vif du sujet. Vous dites, et ça d'ailleurs, ce que je vais citer, ça me tient également à cœur parce que j'ai déjà fait une interview avec mon directeur du programme de Schema Business School où j'enseigne. On a parlé justement des soft skills qui sont ignorés par les écoles, majoritairement je parle, hein. Attention, c'est présent, mais c'est beaucoup moins présent que la finance, le marketing, gestion de projet, toutes ces choses-là auxquelles on est habitué déjà depuis, on va dire, 100 ans. D'accord ? Et donc, j'ai fait une vidéo autour des soft skills. Et ça m'a touché en plein dans le cœur quand je lisais votre article parce que vous dites exactement la même chose que je disais dans l'interview à l'époque. On continue d'accorder une importance majeure aux hard skills, c'est-à-dire aux compétences techniques. Elles sont immédiatement lisibles sur le CV, sont factuelles, d'où leur prédominance au royaume de Descartes. Petit clin d'œil à la France, encore une fois, je vous en remercie. Elles ont permis l'avènement de notre ère industrielle, mais ont pu montrer leurs limites lors de la structuration des entreprises en collectif humain. Et là, on rentre justement dans les soft skills, mais en fait, on rentre dans le dur du sujet, hein, le jeu de mots. Elles ont alors dû adjoindre les services d'autres types de compétences plus subtiles et immatérielles associées au savoir-être, les soft skills ou compétences relationnelles. Je vous cite encore, ces dernières ont émergé en réponse à la nécessité de créer le lien entre toutes les parties prenantes des organisations, les interactions humaines pouvant être source d'efficacité, mais également de conflits parfois destructeurs de valeurs. Et vous finissez par une citation, un dirigeant qui vous dit « À choisir, je préfère recruter des personnes qui ont des soft skills parce que je pourrais toujours former un collaborateur à une expertise technique sur un poste qui le permet. Mais il me sera très difficile de le former au relationnel. » Ma question, comment faire entendre aux écoles, aux entreprises, au monde d'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, avec tout le tantin qu'on connaît aujourd'hui, que les soft skills, finalement, surtout, particulièrement aujourd'hui, dans le monde qui est de plus en plus déshumanisant,
en entreprise, dans la politique, enfin partout. Comment Ouais. entendre à la majorité que les soft skills, c'est finalement plus important que marketing, finance, Excel et tout le reste? Alors, il y a un moyen qui est pas mal, c'est les jeunes générations. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'elles, je fais une digression, mais je pense qu'il y a vraiment un nœud, parce que les entreprises, elles fonctionnent évidemment par rapport aux problématiques, donc il faut qu'elles Hmm. rencontrent la problématique pour mettre en place le plan d'action. Et les jeunes générations, elles ont un vrai problème avec elles, parce qu'elles refusent d'arriver et d'être managées par quelqu'un qui ne les respecte pas, qui ne les développe pas, qui ne sait pas les accompagner. Et donc, contrairement aux anciennes générations, dont je fais partie, j'ai 42 ans, bon moi j'ai toujours quitté des jobs qui ne me plaisaient pas, dès lors que je sentais que j'étais pas respectée, mais ces générations-là, elles vraiment, elles donnent le ton, elles donnent le là, c'est-à-dire qu'elles disent non et elles partent. Et il y a beaucoup de grands groupes qui sont très perturbés par ça, parce que jusqu'à présent, ils avaient la carte grand groupe, avantages financiers, etc., sécurité de l'emploi, et donc ils arrivaient avec ça, et puis finalement, ils n'avaient pas besoin d'en faire plus. Sauf que là, pour aller chercher ces générations qui vont quand même être le futur de leur entreprise, eh ben, ils ont du mal, parce que ces personnes-là, ces générations-là, elles attendent des managers de l'entreprise qu'elles les écoutent, qu'elles les respectent et qu'elles les accompagnent. Vous voyez le parallèle avec l'éducation des enfants qu'on a aujourd'hui. On est plus à l'écoute de nos enfants, on est plus dans des stratégies d'adaptation par rapport à leurs besoins, etc. Ce n'est pas les modes d'éducation d'il y a 30 ans aujourd'hui. Donc ces générations-là qui arrivent sur le, dans le monde du travail, elles attendent aussi ces attentes-là de la part de leur employeur. Et donc, il y a ce nœud qui fait que les entreprises, elles vont être forcées de rentrer cette dynamique-là des soft skills, de former d'ailleurs des managers qui ont des soft skills, parce que les managers aujourd'hui, c'est des experts techniques qui ont aucune connaissance de l'humain. Et pour gérer de l'humain, il faut avoir des compétences relationnelles et de l'empathie. Donc être manager, c'est maîtriser le métier, être empathique et avoir des compétences relationnelles. Et en plus, savoir discerner les talents des équipes. Donc c'est un vrai boulot, mais c'est un boulot qui est à la fois humain et technique, enfin business. Et aujourd'hui, on a beaucoup formé des personnes, on les a beaucoup fait évoluer par rapport à leurs compétences techniques. En Hmm. plus, en France particulièrement, hein, parce que ça fait 5 ans qu'on est là, tu peux évoluer en tant que manager. Tu sais, peut-être, j'ai pas du tout écouté quelqu'un, mais tu peux être manager parce que c'est un schéma d'évolution. Alors que maintenant, c'est plus du tout d'actualité. Un manager, c'est quelqu'un qui a un métier, qui maîtrise la compétence de management, et en l'occurrence, ce sont des soft skills. Et donc, si vous voulez, moi, je pense que ces jeunes générations, quand elles arrivent et qu'elles sont exigeantes par rapport à ça, contrairement aux autres où je pense qu'on avait cette attitude de courber les chines quelque part un petit peu inconsciemment, et elles sont moins tolérantes, et plus le fait de développer ces compétences-là sur des managers qui les ont, ou en tout cas qui en sont capables. Et il y a aussi un autre facteur, c'est quand même quelque chose que vit le marché de l'emploi aujourd'hui, hein, c'est le fameux big quit, je suis désolée pour les termes anglais, promis j'arrête, c'est la grande démission, c'est qu'en fait les gens sont en quête de sens, sont aussi en quête de reconnaissance. On commence à faire émerger l'individu, mais dans son intériorité. Et là, sans soft skills, ça va être compliqué de pouvoir garder les gens et les encourager à être... on a une crise de l'engagement. Cet engagement-là, sans soft skills, ça va être compliqué. Et sur de la technique uniquement, sur du métier, sur des chiffres, entre guillemets, là, les entreprises arrivent à une impasse. Donc, je pense que c'est ces deux mouvements, jeune génération, grand départ et grande démission, qui vont leur faire prendre conscience de l'importance de ces compétences-là, qu'elles ont un peu Mais déjà, mais... regardez, si vous comprenez ça, en plus vous faites partie de l'APM, Hmm. qui est L'agence du quoi? progrès du management. L'agence du progrès du management. Progrès du management. Vous voyez, ça sonne formidablement bien. Hmm. Alors, qu'est-ce que fait cette agence auprès des écoles qui ne veulent toujours pas intégrer dans leur programme les soft skills? Alors, Sachant que, là, attendez, sachant que tout ce que vous avez dit par rapport aux grands groupes, aux entreprises et puis surtout la toute nouvelle génération qui arrive, d'ailleurs c'est celle à qui j'enseigne l'intelligence sociale parce que j'enseigne en master 1, master 2. hmm. Bon, et juste après moi, enfin après moi, je veux dire après ce master-là, ça y est, ils sont largués Hmm. dans l'océan du monde du travail. Bon. Hmm. Pourquoi il y a si peu d'efforts justement sur les soft skills dans les grandes écoles? On reste, encore une fois, je répète, je martèle toujours la même chose depuis déjà des années, on reste sur la finance, le marketing, la gestion de projet. Alors c'est bien, je ne dis pas que c'est mal,
Et le problème, c'est que dans le monde aujourd'hui, en plus quand on parle par exemple du management horizontal, tout le monde se targue de manager de façon horizontale. Pardon, en France, on continue de gérer les gens de manière verticale et pyramidale. D'ailleurs, pareil, j'ai écrit un article il y a des années là-dessus. C'est exactement la même chose qu'en Russie. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le patron, après éventuellement il y a 2-3 managers au milieu, mais, et en bas il y a tout le reste. Et on essaie de nous expliquer qu'on fonctionne, qu'on manage les gens de manière horizontale. Donc déjà, rien que ça, n'est-ce pas, il y a quand même un léger problème justement dans les soft skills, quand on ne comprend pas qu'on ne peut pas tout organiser de façon pyramidale. Alors, déjà peut-être sur l'Agence du progrès du management, c'est un écosystème de dirigeants, souvent qui sont dans des structures à taille moyenne et qui viennent se former sur plein de sujets, etc. Et en l'occurrence, moi, je recueille beaucoup de témoignages de leur part et c'est intéressant d'avoir la différence entre les structures à taille humaine, on va dire ça comme ça, et les grands groupes, c'est que eux en ont beaucoup plus conscience. Parce que si vous voulez, l'écart entre le dirigeant et le terrain est beaucoup plus court. Donc, ils se rendent compte tout de suite du problème que pose un manager ou quelqu'un qui ne possède pas ces soft skills. Donc, ils ont, si vous voulez, cette visibilité directe sur leur organisation. Souvent, ils en sont propriétaires ou détenteurs, etc. Donc, l'implication est plus forte. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que quand vous voyez les problèmes dans votre entreprise, qui est la vôtre, vous ne gérez pas ça de la même manière que quand c'est dans un grand groupe, que vous avez été nommé, Absolument. évolué, etc. Vous êtes très loin de tout ça. Puis finalement, Vous êtes plus dans la politique que dans la gestion, quoi. C'est le problème des grands groupes. C'est vraiment, voilà, c'est la politique pour se maintenir, etc. Et on est très loin des réalités du terrain quand on évolue. Et donc, voilà, il y a cette petite différence-là qui fait que je pense que les structures à taille moyenne, entre guillemets, ont plus conscience de ça. Et puis les grands groupes, même s'ils en ont conscience, le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Après, les écoles, il y en a qui intègrent ça dans leur programme. Il y en a quelques-unes qui l'intègrent. Elles ont des programmes soft skills. Et je pense que c'est... très sincèrement, pour voir comment à mon sens, on est dans une époque où on va rentrer dans une ère d'introspection profonde, de connaissance de soi, post-Covid. Et ce rapport, parce que les soft skills, c'est un peu ça, on va chercher en profondeur quand même. Hein. Quand on est confronté à l'autre, comment on interagit avec l'autre, c'est ça les soft skills. Ouais. Comment l'autre, c'est un petit peu ça, c'est comment j'accepte l'autre. Et donc les écoles, moi je pense que tant que ça n'est pas un critère de recrutement pour les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises ne vont pas challenger les écoles en leur disant bah voilà, si vous ne formez pas vos personnes aux soft skills, bah nous on va privilégier une autre école qui le fait. Ça sera peut-être un argument, parce qu'encore une fois, on vit dans un monde où la conscience vient de la contrainte. Hein. C'est comme quand il y a une loi, on s'en fiche, le jour où il y a une loi, tout le monde se mobilise. Donc peut-être que ça peut être une piste, ça peut être que les entreprises l'exigent et du coup que les écoles le mettent en place. Les entreprises, en tout cas les employeurs, on va dire. D'accord, bon. Alors, c'est assez dur, moi je trouve que rentrer par la contrainte pour imposer des choses qui sont du ressort du bon sens, c'est un peu dommage. Mais j'ai l'impression que la nature humaine ne comprend pas un autre langage. Tout se fait par la contrainte. Ouais. Et je veux dire, c'est pas qu'en France, c'est partout comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est la nature humaine. Tout se fait par la contrainte. Pourquoi on a inventé les amendes, par exemple, pécuniaires sur la route et partout? Parce que, voilà. Pourquoi il y a des lois? Parce que, voilà. Et c'est pas pour autant qu'il y a même maintenant le mécanisme inverse. Les lois sont faites pour être détournées ou contournées. Voilà. C'est vraiment la nature humaine. C'est incroyable. Mais enfin, bref. Ouais. Autre chose, toujours de votre article, vous dites la mention de troubles dits 10, donc DYS, comme dyslexie, dypraxie, etc., sur le CV, ou durant l'entretien, peut également être un indicateur, car ces particularités sont souvent associées à une pensée créative et complexe. Ça m'a fait sauter sur ma chaise. Je vous explique pourquoi. Dyslexie, dypraxie, dysfonctionnement. Donc là, je fais l'avocat du diable. Je suis un recruteur, le patron d'une boîte ou un manager, peu importe. Je suis recruteur. J'ai en face de moi une personne, indépendamment de sa couleur, de son sexe, je vois dans le CV 10 quelque chose. Première réaction anthropologique, oula, problème. Vous me dites,
C'est un indicateur des particularités associées à une pensée créative et complexe. Vous n'avez pas l'impression de tirer le truc par les cheveux parce que la majorité va réagir négativement. Elles vont pas se dire ouh, dysfonctionnement, mais attention, créativité, très bien, on le prend. Non, ça Il marche y pas a comme ça, on est d'accord. Non, 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 ça marche pas comme ça. Les employeurs ont peur, évidemment. Déjà, rien que de dire qu'on est singulier, déjà, sans avoir des troubles associés, c'est déjà, Encore ça peut être faut-il que le inquiétant. recruteur soit informé de ce que c'est que singulier, ce que c'est que ces troubles, Oui. etc. Parce que voilà. Mais c'est pour ça que, alors, moi, j'encourage pas à dire les choses parce que, alors, dans le cas des troubles, c'est différent. Vous voyez, les troubles, ça va finir par se voir. Et en fait, très souvent, les personnes, par exemple, qui sont dyslexiques ou dyspraxiques, elles ont un mode de fonctionnement différent. Et donc, leur accès à l'apprentissage tel qu'il est fait, par exemple en France, par exemple, est compliqué pour eux, parce que pas adapté à leur mode de fonctionnement. Donc, ils développent des troubles, pour beaucoup, parce qu'ils ont du mal à apprendre, si vous voulez, les systèmes codés, les lettres, etc. C'est compliqué, ils apprennent par les images, ils apprennent par les sons, etc. Et donc, souvent, c'est des enfants qui, scolairement, ont eu des problèmes et qui font, par exemple, des fautes d'orthographe, etc. Et donc, ça devient une forme de handicap parce qu'on vit dans une société qui juge. Vous voyez, quelqu'un qui fait un mail avec des fautes d'orthographe, ben, les gens regardent et disent mais il n'est pas allé à l'école, alors que pas forcément. C'est vraiment des difficultés à apprendre de cette manière-là. Et donc, le fait de le mentionner, ça permet d'éviter ces problèmes-là. Et très souvent, comme ils ont ce mode de fonctionnement différent, c'est des personnes assez créatives. Il y a des études qui ont été faites, il y a eu un rapport qui a été fait par une association 10 anglaise, en lien avec un cabinet de conseil, qui a mis en avant toutes les compétences de ces personnes-là, notamment la créativité, la capacité à résoudre des problèmes, etc. Donc il y a, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué comme sujet, parce que c'est un petit peu l'arroseur arrosé ou qui de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent différemment, le système, les modalités d'apprentissage ne sont pas adaptées à leur mode de fonctionnement, ils développent des troubles, et ensuite, bah, ça devient un handicap pour eux. Donc le dire à un employeur, oui, non, moi je crois que ça dépend vraiment de la personne. Moi j'encourage pas du tout ça parce qu'il faut assumer de le dire. Il faut assumer, comme vous l'avez dit, le recruteur en face qui va vous dire non mais machin, etc. Bref, peu importe. Mais en tout cas, ça permet d'évacuer le problème quand on est en poste. Mais ce qui est important dans l'histoire, et moi ce que j'encourage, même pour les singuliers, c'est de parler de son mode de fonctionnement. Même quand on est singulier, pas donner l'étiquette singulier. C'est juste de dire voilà comment je fonctionne. Moi, je suis quelqu'un qui cherche à comprendre, j'ai énormément d'idées, je suis très créatif, j'adore la nouveauté. Vous voyez, en entreprise, les gens ont peur de la nouveauté. Moi, j'ai vu les projets de transformation, j'étais absolument surprise. Je me disais, mais on fait de la transformation comme hier. C'est pas de la transformation, on reproduit l'existant. On donne ça à des gens qui ont peur de faire bouger les lignes. Mais les personnes singulières, elles n'en ont pas peur parce qu'elles ont cette énergie en elles, cette créativité, cette pensée en arborescence. Et donc, plutôt que de donner des étiquettes, le mieux, c'est d'expliquer les modes de fonctionnement. Après, Et pour les est-ce que, troubles 10, Sabrina, pardon, est-ce que par exemple, je vous écoute, ouais, j'imagine la scène. Est-ce que c'est une bonne chose de dire je pense beaucoup en entretien? Le recruteur en face, il va dire oula, il pense tellement beaucoup que je vais perdre sa place à cause de lui parce qu'il va être trop intelligent, je sais pas c'est quoi. pas le bon job. Faut pas y aller. Je suis désolée. Si Dans le les grands manager, groupes, non, vous allez tomber. En fait, c'est une question de manager. Sincèrement, vous connaissez cette phrase. Comment dire, un candidat rejoint une entreprise, un salarié quitte un manager. Donc, si vous faites un entretien avec quelqu'un qui a peur de vous et que vous y allez quand même, bon courage, ça va pas être sympa, hein, la vie. Hein. Donc, moi, je crois aussi que. Alors, je sais que c'est dur parce que parfois, il y a des questions alimentaires, etc. Mais là, on parle quand on veut vraiment un job où voilà, on peut se développer un petit peu. Vous allez dire, alors, je pense beaucoup pour l'entreprise, ça n'a pas d'intérêt. Il faut aussi présenter sa différence sous l'angle qui peut apporter de la valeur. Donc, en fait, c'est je cherche à comprendre. Donc, je pense beaucoup, c'est un peu, voilà, c'est bon, bah, je pense, et qu'est-ce que j'en fais? Non, je cherche à comprendre, je cherche à résoudre et je cherche à proposer des solutions aux problématiques complexes. Et ça, c'est une autre approche. Et ça, si le manager en a peur, ou si la personne en a peur en face de vous, c'est que vous n'êtes pas sur le bon job ou pas avec la bonne personne. d'accord. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont ouverts à ça et qui recherchent ça. Parce que on parlait tout à l'heure, vous disiez que les personnes se reconnaissent quand elles sont HPI, HPE, donc au potentiel émotionnel, etc. C'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce mode de fonctionnement,
mais qui s'en rendent même pas compte en fait. On appelle les singuliers ordinaires. Et ces singuliers ordinaires, ils sont partout. Donc si vous les croisez en entretien en entreprise, vous allez leur dire ça va résonner avec son mode de fonctionnement, et puis tout de suite, il va se dire génial. Et moi, j'ai des exemples comme ça, de personnes que je place, ou même de managers, où avec une personne singulière, ça marche super bien, parce que tout de suite, il comprend ce que la personne peut apporter, ce que le candidat peut apporter, et sa valeur ajoutée. Donc après, quelqu'un qui est complètement flippé, ça va être compliqué. Mais moi, je pense qu'il faut mieux passer son chemin. Mais là, l'exemple que vous donnez, si je comprends bien sûr, quand vous me dites que je place des gens quelque part, donc en gros, vous jouez le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire que vous expliquez et à un côté et à l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut dire, pourquoi vous venez là, quels sont les besoins de l'entreprise, quels sont les besoins du salarié, etc. Donc en gros, vous faites vraiment de la médiation, entre guillemets. Maintenant, quelqu'un qui envoie son CV, candidature spontanée, je dis n'importe quoi, sur Internet, il est invité dans une entrevue, hein, et il arrive, il dit bonjour, je suis dyslexique. En plus, je pense beaucoup, j'adore la nouveauté, je suis hyper émotionnel, je pleure tout le temps comme un con ou comme une connasse. Je suis capable de m'énerver si quelqu'un ne m'a pas dit bonjour. Je dis n'importe quoi, machin. Oui. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'intermédiaire. Le recruteur, il sort par la fenêtre. Mais il aura raison. Hein. Si je vais à un entretien et que je parle de moi, ma vie, mon œuvre, sincèrement, ça n'a pas d'intérêt. Vous essayez de rentrer dans le moule. Non, pas dans le moule, mais d'essayer de comprendre ce que ta différence apporte à l'organisation. C'est-à-dire, tu vois, c'est la différence entre je pense beaucoup et je cherche à comprendre. C'est comment je traduis mon mode de fonctionnement en compétences et qui peut intéresser l'organisation. Donc, au lieu de me placer de mon point de vue, c'est dur, je suis dyslexique, etc., parce que là, je parle de mon point de vue, mais l'entreprise, c'est pas... enfin, voilà, elle a un intérêt à recruter quelqu'un, etc., c'est pas anodin. Donc, plutôt que de faire ça, c'est comment je peux parler de moi de manière à ce que ce soit intéressant pour l'organisation, sans me dénaturer, évidemment. Et moi, je dis souvent aux personnes dyslexiques, qu'est-ce qu'elles disent? Parce qu'elles ont beaucoup souffert, elles disent « Bonjour, je m'appelle Sabrina, je suis 10 ». Je dis « non, t'es pas ça, en fait. T'es beaucoup plus que ça. Tu as, de manière en dommage collatéral, etc., cette particularité-là que tu peux mentionner, mais ça doit prendre 3 secondes dans ton rendez-vous. Si tu ne parles que de ça, c'est pas une séance de partage de ça va pas. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi cette posture à avoir quand on est en entretien de qu'est-ce que l'organisation a comme intérêt à m'avoir et comment je peux parler de moi, de mes compétences, de manière à ce que ça leur bénéficie. Parfois, il y a une rencontre, parfois, il n'y a pas de rencontre. Mais au moins, je me suis placée du point de vue de l'organisation et pas de mon nombril à moi. Et ça, les singuliers, parfois, ils le font. Oui. Alors, j'aimerais aborder aussi dans ce cas-là un autre sujet qui est la dimension ego chez les singuliers atypiques. La dimension ego, juste un exemple. Il y a quelques années, on va dire, c'est moi qui ai initié un peu le truc, il y a une bonne femme d'une 50aine d'années à qui j'ai dit, écoute, va faire des tests parce que voilà, t'as tous les paramètres. Donc elle a fait les tests. Au début, la première réaction classique et normale, mais non, c'est pas possible, ça peut pas être moi, donc le complexe de Dunning-Kruger et autres. Finalement, elle accepte le fait que, et après, qu'est-ce qui se passe? Cheville comme ça, grosse tête comme ça, moi je, et c'est devenu tout simplement insupportable. C'est-à-dire que n'importe quel sujet, mais moi je, mais moi, mais eux, mais moi, mais eux. Et c'est parti en vrille. Bon, maintenant, ça c'est bon. Peut-être que c'est un peu exceptionnel comme cas. Après, ça m'est arrivé, par exemple, d'être dans des on va dire, soirées organisées de cette population. Et ce qui est intéressant, après, je vais expliquer pourquoi je pose cette question là maintenant, pour arriver finalement sur ma folle idée de 2014 de l'entreprise composée uniquement de surdoués. Donc, on va en parler à part après. Enfin, j'aimerais simplement entendre votre avis là-dessus. Et donc, quand je me retrouvais parfois dans ces soirées organisées, je regardais autour de moi en analysant le truc et je me suis rendu compte que, effectivement, la dimension ego, en fait, paradoxalement, tandis que c'est vrai qu'il y a une hypersensibilité en général chez ces gens-là. D'accord ? Il y a, on va dire, un aspect intellectuel aussi qui est un peu supérieur à la moyenne, certes, mais je me dis, mais pourquoi alors il y a
autant d'ego qui circulent dans la pièce? Pourquoi ne pas au contraire se dire, bon, déjà on est entre nous, hein, donc ça sert à rien de... Voilà. On dirait, j'avais l'impression d'être dans un concours de Ferrari, quoi. Oui, je vois bien le genre. Et j'observais ça et je me disais, putain, mais en fait, si jamais quelqu'un un jour essayait de créer effectivement, suivre ma folle idée là, de créer la première entreprise composée uniquement de surdoués, mais ça tiendra pas une semaine le truc. Mm. Parce qu'en fait, la dimension égo, c'est extraordinaire. J'ai l'impression que ça déborde. Et donc voilà, ma question, vous en pensez quoi, vous? Comment déjà apprivoiser son ego? Comment, dans cette population-là, je parle des singuliers atypiques, comment construire avec? Comment ne pas montrer ça? Comment ne pas faire pour que l'ego court 2 mètres devant moi quand je me présente, quand j'arrive quelque part? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une question chez certains singuliers, pas chez tous, parce qu'il y a beaucoup d'humilité et de Pas manque de chez confiance en tous. toi. Ouais. Il y a beaucoup d'humilité et de manque de confiance en soi, et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait de remettre en question en permanence. Parce que quand on cherche à comprendre et qu'on est un chercheur de vérité, il y a un principe de base que les philosophes grecs connaissent depuis longtemps, c'est le questionnement. Donc c'est l'art de questionner. Et quand on questionne et qu'on remet tout en question, puisqu'on est un acteur du changement, eh ben, il y a, si vous voulez, la confiance en soi, l'assurance qui peut être un peu mouvante. Parce qu'on met tout le temps tout en question en permanence. C'est beaucoup plus facile d'avoir des certitudes et de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il y a généralement, dans la population générale, de l'humilité et un manque de confiance en soi. Et parfois, chez certaines, plutôt certains, je me permets, il y a... C'est mon Misandre, observation. Voilà, misandre. je me venge. C'est mes observations. Il y a ce qu'ils appellent l'ego compensatoire. C'est-à-dire que généralement, c'est des personnes qui vont venir compenser un manque de confiance en elles ou bien prendre une forme de revanche par rapport à la société parce qu'elles ont été dénigrées pour leurs idées, parce qu'elles se sont senties pas comprises et parce qu'on les a trop critiquées. Et ces personnes-là, elles développent cette forme d'ego compensatoire pour justement, c'est un truc complètement gonflé, pour dire, bah ouais, mais moi, finalement, parce que qu'est-ce qui se passe généralement? Je vous donne l'histoire classique, hein. Je comprends pas, je suis différent, je suis en décalage, quand je dis un truc, les gens sont surpris, etc. Un jour, je lis un livre où je parle avec quelqu'un, je fais un test de QI, pour certains, je découvre que je suis HPI, sauf que moi, il y a 10 ans, on m'a dit que j'étais idiot, on m'a dit que ce que je disais n'avait pas de sens, etc., etc. Donc, il y a un petit sursaut quand même pour certains de se dire, non mais attendez, toute ma vie, vous m'avez dit que j'étais un idiot, et puis ben là, maintenant, j'ai la preuve que je ne le suis pas. Et donc, il peut y avoir voilà, la construction de cette forme d'ego compensatoire pour aller venir parfois rétablir la justice symboliquement, et puis dire les cocos, vous m'avez pris pour un idiot ou une idiote, et donc finalement vous vous êtes complètement planté. Et c'est ça en fait, je pense que de ce que j'ai pu observer, moi j'appelle ça aussi pour certains l'effet Dark Vador, c'est qu'à un moment donné, ils basculent, ils se sont tellement fait, parce qu'il y a cette sensibilité, faut pas l'oublier. Donc ils basculent un peu du côté obscur de la force, c'est-à-dire que cet intellect qui fonctionne si bien, eh bien je vais l'utiliser à mauvais escient, puisque je comprends vite, je creuse, donc en plus j'ai de l'empathie, donc je comprends les émotions des autres. Donc en fait, je peux devenir aussi le parfait manipulateur ou la parfaite manipulatrice, si je décide de basculer de ce côté-là. Donc il y a des comportements un petit peu par rapport à aussi le regard de la société qui font que chez certaines populations, il y a cet ego qui se développe, c'est vrai, et pour les autres c'est insupportable, parce qu'en fait ils tendent le bâton pour se faire battre. Est-ce que d'après vous, en vous écoutant, là, je me dis, est-ce que d'après vous, une fois que la personne se découvre atypique, singulier, on ne devrait pas presque obligatoirement lui imposer une cure chez le psy pendant quelques temps pour asseoir cette connaissance, mais de manière saine Ouais. et pour pas basculer du côté obscur, enfin toutes ces choses-là, pour pas partir dans l'excès, pour pas dire moi je, oui mais toi, enfin, bon, à un moment donné ça va quoi, calme-toi, voilà. Donc est-ce que d'après vous, voilà, des séances de psy devraient être proscrites quoi, indiquées? Bah, je pense que de toute façon, le test de QI se fait chez un psy. À l'issue, il y a un score, donc en fait, ça ne dit rien.
Et c'est vrai que ça bouleverse les gens. Moi, je connais personne qui était en questionnement sur une partie de sa vie en se disant mais pourquoi je me pose des questions, pourquoi je suis différent, pourquoi je me prends la tête, et qui le jour où il fait un test de QI découvre un truc, et après il y a la deuxième partie de vie. Généralement, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils remettent en question leur vie en se disant mais c'est pour ça qu'à ce moment-là j'étais comme ça, et puis là, donc ils en fait réanalysent. c'est eux tous des connards, en fait moi j'étais le meilleur. C'est là que ça En fait, j'étais pas adaptée, les gens fonctionnent pas comme moi, basta. Et donc, quand on m'a dit que j'étais bizarre, bah en fait, c'est parce que je fonctionnais différemment. Mais ça veut pas dire que j'avais pas raison. Vous Et savez donc, que, vous savez que, excusez-moi, que par exemple, à la Française des Jeux, ils ont ouais, une cellule psychologique pour ceux qui gagnent gros. Parce que les gens qui ouais, passent du SMIC à, par exemple, 50 millions, mais il y en a ouais, qui perdent un boulon, voire deux, au sommet, mm, quoi. ouais, Et en fait, j'ai l'impression que là, c'est peut-être à une moindre échelle, quoique c'est pas forcément à la moindre échelle quand on y réfléchit bien. Parce que là, vous passez, par exemple, de la pauvreté absolue à même pas une richesse, mais carrément on est au-delà d'une richesse, parce que quand vous gagnez ouais. 50 ou 250 millions comme ça, là, en l'espace d'une seconde, mais on peut vraiment devenir fou. Mhm, Or, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si, par exemple, comme là, le cas de cette femme, pendant 50 ans, la moitié du siècle, elle vivait vraiment en étant le déchet de la société, mhm, et d'un coup, on lui dit, non, en fait, t'es différente. En fait, ouais, tu es intelligente. Tu es même plus intelligente que la moyenne. Ah, donc en fait, c'est eux tous des connards. ouais, Et ouais, là, ça bascule tout, quoi. Donc mm, finalement, le passage de la pauvreté à la richesse et du déchet de la société à une différence presque élitaire, ouais, ouais, bah, c'est pratiquement le même mécanisme psychologique. mm, Et ouais. c'est là que l'ego, finalement, il est plus du tout géré comme il devrait, quoi. Donc c'est pour ça que, là, en vous écoutant tout à l'heure, je me suis dit, en fait, il faut vraiment prescrire je sais pas moi, toute une période, 10, 20 Ouais. séances chez le psy, pour lisser le truc, quoi, pour le aplatir, calmer. Après, tout le monde n'a pas... Il y a des suradaptés. Il y a eu des suradaptés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu des parcours scolaires brillants, qui ont eu les gros postes, etc. Donc ils sont moins, ils se sont adaptés socialement. Donc ils ont Oui, moins cette revanche à prendre sur la société. C'est juste que généralement ils comprennent leur mode de fonctionnement et parfois ils prennent des trajectoires différentes, mais ils ont moins d'aigreur vis-à-vis de la société. Ceux qui n'ont pas été compris, ceux qui ont été en marge, ceux qu'on a sortis du système. Moi j'avais pareil, je me souviens, moi ça m'avait bouleversé, un monsieur de 60 ans qui découvre ça, parce que ces filles, elles font toutes des tests, ils découvrent qu'elles sont toutes HPI, les filles disent papa, papa, vas-y, il y va, il voit qu'il est HPI, il comprend pas, parce qu'en fait, à l'école, on lui a dit, en plus c'est un enfant d'immigré, on lui a dit que c'était un bon à rien, on l'a orienté vers une filière professionnelle, il est retombé sur ses pattes, il a créé sa boîte, etc. Mais il était dévasté. Et je pense qu'il y a différents profils. Il y a ceux à qui vraiment on a fait comprendre qu'ils étaient bons à rien, parce qu'on utilisait ces termes avant, on disait bon à rien. Et plus on va dans les anciennes générations, plus c'est franchement très brutal et l'émotionnel pour eux est très fort. Et puis il y en a d'autres qui se sont adaptés et qui se disent, bon, par exemple, moi je suis typiquement une suradaptée. Moi je suis rentrée à contre-cœur dans le moule, parce que je me suis dit, j'ai pas le choix, mais je voulais pas y aller, mais j'avais pas le choix. Et après, j'ai compris pourquoi c'était compliqué pour moi de rentrer dans le moule. Mais j'ai quand même réussi par la volonté à, entre guillemets, rentrer dans le moule, parce que c'est un moule quand même. Et il y en a comme ça. Et cela, généralement, c'est plus une prise de conscience. Et ils ont moins besoin de soutien psychologique très fort parce qu'il y a une forme d'équilibre qui s'est mis en place, parce que ce qui est dur, c'est d'être exclu de la société. Hein. C'est quand même très violent. Hein. Et ces gens-là, ils se mettent généralement, c'est une prise de conscience, et ils ont un temps de digestion, et après, ils n'ont pas forcément besoin d'aller chez le psy. Par contre, ceux qui avaient déjà ce lourd poids en eux, ceux-là, effectivement, il faudrait les accompagner. Mais dans tous les cas, un, l'éveil de conscience, si vous voulez, le coup de projecteur sur la différence, c'est un moment clé dans la vie d'une personne. Et ce moment-là, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas le louper. Donc soit se dire, je me fais accompagner pendant cette période parce que j'en ai besoin, ou alors prendre le temps de digérer
Et moi, généralement, quand ils me disent, même dans l'asso, voilà, j'ai fait le test, ah ok, parce que c'est pas obligatoire le test, hein, je tiens à le souligner quand même. Et le test, il mériterait d'être discuté, mais ça serait peut-être un autre débat. Je suis en train d'écrire un truc là-dessus. Mais ces personnes-là qui sont comme ça à découvrir ça, je leur dis, pendant 3 mois, faut pas mettre en place de trucs, il faut digérer, il faut voilà, laisser poser, faire cette petite introspection, etc. Parce qu'il y a vraiment un espèce de coup de projecteur qui peut être foudroyant, quoi. Ouais, complètement. Et on mesure pas à quel point, comme pour quelqu'un qui a vécu sa vie décalée, en s'adaptant, en étant exclu, etc., le fait de comprendre que c'est c'est pas juste, hein, une grosse différence cognitive, une forme d'intensité qui est très difficile à vivre aussi, parce qu'on n'a pas dit ce que c'était aussi l'intensité. Le fait d'avoir des émotions qui débordent, le fait d'avoir le mental qui tourne en boucle, c'est quand même aussi une charge dans sa vie de tous les jours, dans un monde qui ne l'est pas aussi intense que soi. Donc il y a eu tout ce parcours-là, et donc il y a ce moment qui pour moi est fondateur d'une personnalité, c'est ce moment où je découvre que je suis différent. Et là, tout s'explique. Et après, bah du coup, moi, quand j'ai fait mon test de QI, je me suis dit, c'est normal que je ne sois pas normale. Voilà. Et ça, pour moi, c'était bon. Parce que je me suis dit, toutes ces questions, toutes ces surprises, toute cette intensité, pourquoi je suis à fond alors que les gens ne se prennent pas la tête. Moi, je suis à fond, je fais ceci, je fais cela, je réfléchis à tous les paramètres. Et alors que les gens, ils ne se cassent pas la tête, ils y vont simplement. Ah bah, je me suis dit, bah, finalement, il y a une explication à ça. Et c'était très bien. Et ça ne fait pas moi de quelqu'un de fou, ça fait juste de moi quelqu'un qui fonctionne différemment. Est-ce que d'après vous, il n'y aurait pas un espèce de problème anthropologique en fait? J'explique. Euh, Parce que là, par exemple, dans votre article, vous dites que les entreprises devraient accepter cette neurodivergence. L'idée en soi est noble, sachant que c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui sont plus intelligentes intellectuellement, en termes de, je sais pas moi, de connaissances, de vitesse de calcul, de capacité d'abstraction. Maintenant, avec toutes les neurosciences, la psychologie, on sait que émotionnellement, il y a les gens qui sont construits différemment, etc. Donc, ça date pas d'hier, on le sait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème anthropologique, c'est-à-dire que la majorité est telle qu'elle est? Et la majorité, elle ne veut pas être heurtée à cette minorité parce que fait chier déjà, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent, ils sont bizarres, ils peuvent sortir un truc auquel moi je ne pense pas, ils peuvent, je ne sais pas, réagir de manière différente, ils vont trop vite, on n'arrive pas à comprendre leur mode de fonctionnement, pourquoi ils pensent comme ça. C'est vrai qu'ils sont capables de faire des choses bien, mais on peut le faire sans eux finalement. Pourquoi s'embêter dans un groupe de personnes, dans un groupe de travail qui est soit une équipe, soit une entreprise, avec des gens comme ça qui seront en minorité absolue, il y en aura un ou deux, et la majorité, voilà, elle ne voudra pas forcément lui parler à la machine au café parce qu'ils sentent chimiquement qu'il y a, je sais pas, c'est difficile d'établir le lien avec, parce qu'on ne s'entend pas, on ne le comprend pas. Bref, fait chier, quoi. Donc, est-ce que c'est pas tout simplement ce problème? C'est exactement le même problème, par exemple, avec les minorités de couleur, sexuelles, etc., 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 etc. Ça touche à toutes les minorités. Simplement, la minorité des singuliers, enfin, j'ai toujours du mal, moi les atypiques, c'est devenu tellement un automatisme. Cette minorité-là, en fait, elle est quelque part silencieuse. Parce que physiquement, elle est comme tout le monde. Ça se voit pas. Hein? Sexuellement, elle est comme tout le monde. En tout cas, les autres ne remarquent pas cette différence. Subconsciemment, en communiquant avec cette population, on peut ressentir effectivement une différence, mais on n'arrive pas à l'expliquer. On sent qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Mais donc finalement, quand je sens cette différence et quand je sens que ça colle pas, je me dis, oui, bon, hein, voilà. Alors, comment, dans ce cas-là, faire aux entreprises comprendre que cette neurodivergence, finalement,
non seulement elle doit être incluse, parlons de l'inclusivité, pourquoi pas. Mmh. Hein, après tout, maintenant, aujourd'hui, on est dans une société occidentalement inclusive, parce qu'il faut Mmh. inclure tout le monde, il faut tolérer tout le monde. Mais paradoxalement, avec les surdoués, avec les HPI et compagnie, y a même pas de débat autour de ça. Déjà, il y a un problème de mots. Donc ça, il faut le comprendre parce que typiquement, dire à une entreprise, vous allez recruter des hauts potentiels intellectuels, est-ce que c'est pas faire de l'eugénisme? Et il y a vraiment une difficulté. Et moi, je comprends une organisation qui dit, ouh là là, oh, je rentre pas là-dedans. Parce que, bon, on recrute pas quelqu'un parce qu'il a 145 de QI. On recrute quelqu'un parce qu'il est capable de résoudre des problématiques complexes, de chercher à comprendre, d'être un chercheur, etc. Donc, c'est des compétences qu'on recrute, c'est pas des chiffres. Donc, ça, c'est un risque pour répondre au premier point. Et jusqu'à présent, les personnes qui est HPI, surdouées, etc., elles se présentent en disant « je suis surdouée », etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une étiquette. Donc, il y a vraiment pour moi cette capacité qui est clé d'expliquer son mode de fonctionnement et de ce que ça peut apporter à l'organisation. Après, effectivement, pour intégrer la différence, il ne faut pas oublier que la norme en vigueur, vous disiez tout à l'heure les minorités, bah, la norme, c'est la force du nombre. Donc quand on est minoritaire, dans un mode de fonctionnement par exemple, eh ben, on est en dehors de la norme. Et donc on parlait tout à l'heure de singularité extrême ou de TTT, HPI ou je ne sais pas combien de T, c'est des personnes, c'est encore plus compliqué d'aller vers les autres. Et j'insiste sur le fait que la plupart du temps, ça constitue alors un handicap, c'est un terme fort, mais pour certains ça l'est, social. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un de profond, d'intense, qui cherche à comprendre, qui a des émotions débordantes, qui a les sens exacerbés et qui est bourré d'idées, ça crée un petit peu du décalage avec les autres. Donc le rapport à l'autre peut être compliqué. Donc ça peut créer aussi un handicap social. Et cette différence cognitive, une façon de l'amener dans les organisations, c'est par les politiques diversité-inclusion. Parce que justement, il y a un effort à faire pour inclure, évangéliser, sensibiliser les personnes pour qu'elles comprennent la différence et qu'elles comprennent ce que ça peut leur apporter. Et donc, effectivement, c'est par ce biais-là, en tout cas moi, personnellement, c'est par les personnes, je travaille principalement avec les personnes qui sont en charge de la diversité-inclusion ou de la politique RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Parce que c'est par ce biais-là qu'on arrive à faire passer des messages en disant « mais vous savez, ces personnes-là, elles sont minoritaires, elles sont difficiles pour certaines à inclure, pour d'autres pas du tout. Charge à vous de travailler à pouvoir leur donner leur place dans l'organisation. » Et tant que les organisations, et c'est toujours la même histoire que tout à l'heure, hein, c'est tant qu'elles n'ont pas compris l'intérêt, il n'y a pas d'effet. Quand elles comprennent l'intérêt qu'elles ont à avoir des profils comme ceux-là, et ben là, du coup, elles mettent en place les moyens. Et la fameuse phrase d'Einstein, on ne résoudra pas les problèmes par les modes de pensée qui les ont engendrés. Je pense qu'on est en 2023 dans une période de notre histoire qui est quand même sans précédent, et de l'intérêt d'aller s'ouvrir de manière vraiment active à d'autres modes de fonctionnement. Parce que oui, les personnes seront toujours surprises d'avoir des idées nouvelles. Quelqu'un qui bouillonne d'idées, c'est toujours très déstabilisant parce que ça perturbe, etc. Mais c'est quand même porteur de valeur. Et pour finir mon propos, parce qu'il y a les entreprises qui incluent, mais il y a aussi les profils singuliers, je tiens quand même à le souligner, qui Et sont les profils quoi? singuliers. Oui, Les profils pardon. singuliers qui eux aussi sont parfois dans leur mode de fonctionnement et qui ne comprennent pas forcément comment les autres reçoivent leur message. Et donc, à mon sens, ça doit se faire dans les deux sens. Il y a sensibiliser les organisations pour qu'elles comprennent ces profils-là, mais il y a aussi le profil singulier, déjà qui comprennent qu'il est singulier, parce que la plupart, ils ne le savent pas. J'insiste là-dessus, hein. La plupart ne le savent pas. Ils se doutent qu'il y a un truc, il y a un machin chez eux qui n'est pas pareil que les autres, mais ils ne savent pas trop le nommer ou le comprendre. Et puis deux, comment ton mode de fonctionnement impacte les autres. Quand tu cherches à comprendre, que tu prends la tête, que tu vérifies la virgule, le point, que tu es perfectionniste, tu peux impacter l'autre aussi. Quand tu bouillonnes d'idées et qu'il y a une réunion et que tu es parti sur la Lune alors qu'ils demandaient juste à aller en Angleterre, bah les gens, tu les as perdus. Donc réfléchis aussi à toi, la meilleure approche de faire partager ton intensité avec les autres et ton talent avec les autres. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Donc c'est pas un travail de petite haleine, je pense que c'est un chantier qui s'ouvre là, parce que la période le permet, et en tout cas la période qu'on vit actuellement, elle est absolument... pour moi, on ne pourra pas s'affranchir de ce profil-là, les profils qui savent
s'adapter au changement, à l'incertitude, qui aiment la nouveauté. Et donc, voilà, c'est ce travail-là qui doit se mettre en place. Quand vous dites il faut que des deux côtés, on s'adapte à la personne en face. Là, en gros, vous donnez la définition très brève, mais par excellence, de l'intelligence sociale. Parce que l'intelligence sociale, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter à l'autre. Et cette capacité d'adaptation, elle va passer par quoi? Elle va passer par la fameuse, qui est devenue aujourd'hui très à la mode, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de décrypter ce qui se passe dans l'autre, pourquoi, de se mettre à sa place, peut-être, si on veut, avec toutes les métaphores possibles et impossibles, et donc de s'adapter, de faire en sorte que... Voilà. Mais le truc, c'est que l'intelligence sociale, elle n'est pas unilatérale. Elle ne peut être que bilatérale. Et là, je viens maintenant à l'autre partie de ce que vous disiez juste avant. Il faut qu'ils comprennent, en parlant des entreprises, il faut qu'ils comprennent qu'il y a d'autres modes de fonctionnement qui peuvent être utiles. Mais peut-être qu'ils comprennent, mais ils s'en foutent en fait. Le problème, il est là surtout. Comprendre, je veux dire... on peut comprendre que, je ne sais pas moi, 25 plus 25 c'est 50, que 50 plus 50 c'est 100. Mais on peut s'en foutre complètement de ce truc-là. C'est-à-dire que, en fait, j'essaie simplement de vous ramener sur la notion du confort. Je ne suis pas confortable de travailler avec cette personne, ça me fait chier, j'ai pas envie. Alors, je vais être trivial et je vais appeler un chat, d'accord? Moi, je ne veux pas de PD dans ma boîte. Voilà. Je ne veux pas de femme dans mon équipe. J'ai pas envie, fais chier. J'ai pas envie qu'un connard vienne me dire qu'il a 145 de QI, qu'il est hyper émotionnel, rien à foutre. Moi, je veux être tranquille avec mes compagnes, voilà, on est bien, on se comprend. Je force le trait, j'exagère, mais je le fais comment dire, à dessein. Bien sûr, bien sûr. Donc, peut-être qu'ils comprennent. Le problème, c'est même pas là. Ils comprennent, probablement, certainement même. Mais ils en ont rien à faire. Il est là le truc. Et quand je vous parlais tout à l'heure du problème anthropologique, en fait, pour moi, c'est voilà, la même chose. C'est que chimiquement, je sens que ça ne va pas, qu'il n'est pas des nôtres. Je ne sais pas l'expliquer, mais je sens qu'il n'est pas des nôtres. Donc, danger ou désagréable, c'est pas dans ma zone de confort, appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai pas envie. Ils comprennent, mais ils s'en foutent. Donc pour moi, le problème, c'est même pas que Einstein a dit... Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je suis à 100% d'accord avec votre analyse. Einstein a dit, aujourd'hui, on est dans une période sans précédent. Tout ça, c'est... Aucune personne normalement constituée ne pourra vous opposer n'importe quel argument à ce que vous venez de dire. Mais le problème, c'est le problème dont on ne parle pas en fait. C'est que tout le monde n'a rien à foutre. Les gens n'ont rien à foutre. C'est ça le truc. Et donc, à partir du moment où tout le monde n'a rien à foutre, de quelle intelligence sociale on peut parler dans une société en 2023? On parle de l'intelligence artificielle. Mais putain, mais déjà, regardez-vous dans le miroir pour commencer, avant de parler de l'intelligence artificielle. Mais elle va vous bouffer, cette intelligence artificielle. Littéralement bouffer, parce que vous n'êtes même pas capable de collaborer entre vous, les humains. Je trouve ça, mais c'est juste incroyable, quoi. Et quand j'explique ça aux étudiants, il n'y en a pas un dans la salle qui va me dire « Ah non, pas d'accord. Pas un seul. » Après, ils partent, ils finissent l'école, ils partent, et certains parfois m'écrivent déjà, il y en a un aux États-Unis, l'autre en Chine, troisième, je sais pas moi, en Italie ou au Japon, bref, ils partent dans le monde entier. Et ils m'écrivent « C'est complètement vrai ce que vous disiez, mais en fait, sur le terrain, on ne peut même pas essayer d'expliquer ça à nos managers, à nos collaborateurs. Tout le monde a rien à foutre. » Alors, vous avez raison, dans le sens où, encore une fois, ça reprend le point que je vous disais sur la contrainte. C'est-à-dire que, ok, idéalement, machin, je comprends l'intérêt, mais tant que je ne suis pas au pied du mur, je ne le fais pas. La capacité d'anticipation, ce n'est pas le fort des organisations. Donc, le principe de la contrainte, c'est qu'ils comprennent, mais qu'ils adhèrent au fait que s'ils continuent avec leur mode de fonctionnement du passé, à reproduire le passé, qu'ils sont incapables de s'adapter au changement, puisqu'ils auront des profils, ils n'auront pas ces profils-là, ils vont droit au mur. Ça, c'est la période de sensibilisation. À terme, elles vont disparaître. À terme. Maintenant, est-ce qu'ils décident ou pas?
ça leur appartient, c'est leur choix. Est-ce qu'ils décident de mettre en place ou pas? Ça, c'est le choix de l'organisation, c'est le choix du dirigeant. Très souvent, ces politiques-là, elles se font à haut niveau. C'est-à-dire que vous avez parfois un dirigeant, n'oublions pas que la plupart des dirigeants, il y en a beaucoup qui sont des profils singuliers. Donc, moi je vois, dans les personnes que je rencontre, ça résonne quand ils sont dans ce mode de fonctionnement-là. Donc pour eux, c'est naturel. Et donc, ils se disent, ils comprennent pour le coup l'intérêt et ils cherchent à développer cette voie-là. Après, il y a des gens, ceux que vous citez... Il y en a combien des comme ça? Ah ben ça, j'en sais rien. Mais après, vous savez, après, il y a l'effet de viralité, c'est toujours pareil, parce qu'après, les gens copient quand vous bousculez un petit peu la norme établie, que vous poussez un petit peu le sujet. Après, il y a toujours des gens qui vont suivre. Donc, il y a l'effet de viralité aussi. Ça peut être triste dans certains cas. On dirait que vous êtes optimiste et moi, je suis pessimiste dans nos propos. Oui, je pense. Ah, mais si j'étais pessimiste, je ferais pas ce que je fais. Mais il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que, et puis je vois, en fait, c'est des petites victoires. C'est un chemin. Rome s'est pas faite en un jour. Mais je crois que il y a vraiment des personnes, pour en avoir rencontré, qui pensent que c'est important et qui décident de mettre de l'énergie et de l'action là-dedans. Et ça, le connard que vous évoquiez tout à l'heure, qui embauche pas de femmes, qui embauche pas de personnes gays, etc., il n'y a pas de problème. Il continue à fonctionner comme il a toujours fonctionné. Faut pas aller bosser chez lui. Si on est une femme, etc., faut éviter. Puis il se retrouvera dans une forme d'endogamie avec des personnes comme lui. Et puis, est-ce son futur sera assuré ou pas? Ça lui appartient. On ne peut pas dire c'est 100% des organisations, des entreprises ou c'est 0. C'est 3, 4, 5, 10, c'est comme ça qu'on avance. Et aujourd'hui, on parle d'inclusion homme-femme. Moi, ça me fait toujours un peu sourire, parce que, purée, 50%, moitié de l'humanité femme, moitié de l'humanité homme, et puis on a des politiques pour inclure les femmes. Donc voilà. On marche sur la tête, clairement. On vient de loin quand même dans ces politiques-là, mais on est obligé de passer par la contrainte pour forcer le modèle. Parce que le modèle de lui-même, la norme, la fameuse force du nombre, refuse d'intégrer les minorités, qui ne sont pas des minorités, mais en tout cas qui sont exclues du champ. Et donc, c'est par ces politiques-là, ces prises de conscience-là, qu'on arrive à faire bouger les modèles existants. Mais c'est sûr que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Non, mais après, attention, le portrait que j'ai dressé, là, j'ai grossièrement forcé le trait, quoi. J'ai exagéré exprès pour montrer que, voilà. Et puis, ce n'est pas une seule... Comment dire? C'est pas le même personnage qui va pas vouloir embaucher des homos, des femmes, des machins, etc. J'ai fait tout dans le même flacon, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des boîtes aujourd'hui, des PME. Bon, alors PME, c'est très relatif parce qu'il y a des PME de 25 personnes et puis il y a des PME de 1500 personnes. Je veux dire, bon, c'est compliqué. Dans les grands groupes, c'est devenu quasi une obligation tacite, inclusivité, toutes ces choses-là. Mais le problème, vous savez, même mes étudiants, ils ont 23, 28 ans, quoi, donc la moyenne 25. Me disent, parce qu'ils sont déjà tous en alternance dans les grands groupes le plus souvent, donc ils sont heurtés déjà en étant en cours depuis 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains, en entreprise, au process RH, toutes ces choses-là des grands groupes, quoi. Et ils me disent, il y a des prospectus publicitaires et il y a le terrain. Par exemple, quand je leur dis à la fin de mon cours, que la société d'aujourd'hui a vitalement besoin du changement et que ce changement passera par vous tous ici dans cette salle, parce que la société est composée de chacun de vous. La société, c'est pas un concept, une nébuleuse qui est quelque part là-bas. Chacun de vous en fait partie. Et donc, comme dans une fourmilière, chacun de vous devoir apporter ce changement par petites briques pour que globalement la société progressivement s'améliore. Et je vais vous dire, il y a à peu près 50% de la salle qui me regardent en disant « Et ils ont 25 ans. » Ouais, ils sont blasés, quoi. Ils sont déjà dégoûtés et blasés. Déjà, ça fait 2 ans qu'ils sont en entreprise. Donc, encore une fois, le portrait que je viens de dresser, je ne pense pas que j'ai forcé le trait énormément. Regardez après, si vous comparez à il y a 20 ans, ces mêmes jeunes-là, ils ne se posaient même pas ces questions-là. Pour eux, ils étaient contents. C'est le changement générationnel. Non, c'est le changement générationnel, oui. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'il y a 20 ans, moi je me souviens, j'ai démissionné d'un grand groupe, parce que j'étais pas bien. Les gens m'ont dit, mais t'es folle.
tous les jeunes de mon âge. J'étais une kamikaze, j'avais une voie royale, un super job, etc. Mais je me sentais mal. J'ai pas voulu rester. Ma santé mentale, c'est ma priorité. Et donc, les gens, je me souviens, ils me regardaient tous en me disant, mais ils ne comprenaient pas. J'étais une extraterrestre. Et aujourd'hui, ils ont cette lucidité d'arriver et de dire, waouh, c'est quoi ce bazar? Et c'est bien pour ça que les grands groupes n'arrivent pas à les tenir. Parce que dès le début, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. Alors que je vous assure qu'avant, ma génération, on rentrait dans les grands groupes, ah, t'as un CDI chez machin, ah ouais, et après tu vas évoluer et tu vas machin, etc. Il n'y avait pas de question, c'était pas une question. Aujourd'hui, c'est une vraie question. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont blasés quand ils rentrent et qu'ils ont déjà cette capacité à analyser, à se dire, mais ça va pas en fait. Et donc, ils vont pas rester 30 ans comme ça. Ils vont prendre des décisions. Et c'est bien la problématique que je vous ai évoquée tout à l'heure, c'est l'engagement de ces jeunes. Et il y a des questions existentielles chez les RH aujourd'hui, c'est comment on arrive à garder ces jeunes générations. Oui. Parce que contrairement aux anciennes, elles partent, elles prennent des décisions courageuses, elles vont faire le tour du monde, elles essaient de créer une structure toutes seules, etc. Là où il y a 20 ans, on était très dépendant du CDI et du job. Il n'y avait rien d'autre sur le marché. Mais vous savez, je pense que... Pardon. Oui, je vous en prie. Je pense que le truc n'est pas seulement concentré autour du fait que, par exemple, ah, j'ai un mauvais manager, je me casse. Ah, je sais pas, il y a une mauvaise politique RH, je pars. Mon projet n'est pas intéressant, je pars. Bien sûr, il y a ça, naturellement, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, aujourd'hui, le monde a beaucoup changé et quand je parle tout à l'heure du changement générationnel, aujourd'hui, vous pouvez gagner des millions en étant sur TikTok ou Instagram. Pourquoi se faire chier, se lever tous les matins aux aurores pour se taper 2 heures de RER, pour aller être enfermé dans un cabinet de merde à la Défense, costard-cravate, même si costard-cravate maintenant progressivement est en train de disparaître, mais encore une fois je force le trait, puisque tous les deux on est quarantenaires, donc on appartient un peu à cette génération où tu viens pas au travail sans être rasé et sans cravate. Je veux dire, bref, et... donc, vous pouvez être millionnaire en étant Instagrammeur. Vous pouvez devenir entrepreneur en vivant quelque part sur une île déserte, presque, hein, à partir du moment où il y a Internet, vous pouvez vivre très bien. Vous avez la possibilité... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément plus de possibilités que ne serait-ce qu'il y a 15-20 ans. Le changement qu'on vient de vivre dans la dernière vingtaine d'années avec Internet, avec tout ce développement d'outils différents qui permettent finalement de se mettre à son compte, d'être indépendant, de dire merde au monde corporate, c'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes se disent mais attends, pourquoi tu veux que je participe à ces brainstorming à la con tous les matins pour dire quoi, voilà. Après, pour passer 20 minutes avec Jean-Claude à la machine à café pour parler de rien ou de ses gosses ou de sa clôture autour de sa baraque. J'en ai rien à foutre de ça. Moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de voyager. Voyager, c'est devenu beaucoup moins cher déjà, beaucoup plus simple, plus rapide, plus tout ce qu'on veut et compagnie. Vous savez, il y a 5 ans, par exemple, avec mes parents, j'ai traversé toute l'Europe en partant de Russie. C'était une autre époque. En partant de Russie jusqu'à la France en voiture. Honnêtement, au départ, avant de le faire, je donne cet exemple exprès. Avant de le faire, j'appréhendais énormément parce que mes parents ont presque 70 ans, on va être entassés dans la voiture, on va traverser les pays qu'on ne connaît pas, où on va dormir, et si jamais on a un pneu qui crève, et si. Finger in the nose, avec le GPS, avec la carte bleue, avec le téléphone internet et tout le tantin, on trouvait où on voulait manger sur la route. J'avais réservé tous les hôtels, on arrivait, il y avait le parking, ça roule partout, c'est très bien, c'est parfait. On a traversé toute l'Europe, finger in the nose. Alors c'est sûr que l'Europe, c'est pas l'Himalaya, c'est pas l'Afrique, on est d'accord, c'est même pas la Russie d'ailleurs, mais c'est tout ça qui finalement fait que les jeunes aujourd'hui peuvent se barrer en disant je vais faire ça, je vais faire ci, parce que la vie a changé. C'est même pas l'aspect relation moi l'entreprise, c'est que la vie en général a changé et elle a donc forcément basculé la mentalité des gens, c'est inévitable. Voilà, je voulais simplement apporter cette petite graine pour
mettre un peu les points sur les i. Par contre, maintenant, j'ai une autre question et on va progressivement se diriger vers la clôture de notre échange, notre débat. Plus échange que débat, je pense. Est-ce que d'après vous, les singuliers sont plus émotionnellement intelligents que la moyenne, que les autres? Je dirais émotionnellement sensibles. C'est-à-dire qu'ils ont, ce que je vous disais tout à l'heure, l'intensité émotionnelle, c'est la capacité à être des éponges. Des éponges qui captent les émotions des autres. Et Ouais, ça fait partie des grands piliers, si vous voulez, d'hyperexcitabilité des singuliers, c'est l'intensité émotionnelle et ouais. sensorielle. Donc ils le sont, mais ça veut juste dire, et puis on n'en a pas parlé, mais la définition de l'intelligence, ça serait quand même intéressant de se pencher sur ce sujet-là. Ça c'est clair. Mais effectivement, ils savent capter les informations émotionnelles, ça c'est certain. Maintenant, leur capacité à les traiter, à les utiliser et à agir de manière intelligente quelque part en conséquence, ça c'est pas donné à tous les singuliers. Par contre, ce qui est certain, et c'est une caractéristique des personnes singulières, c'est qu'elles ont des capteurs très intenses en lien avec leur fameuse hyperexcitabilité, qui fait qu'ils captent les signaux émotionnels. Parce que pour avoir de l'intelligence émotionnelle, il faut de l'information. Et c'est toujours ce qu'on oublie quand on parle de ça, c'est quelle est l'information. Il y a des gens qui arrivent dans une pièce, ils ne sentent rien, ils ne voient rien. Vous sortez, vous leur dites, tu as vu que l'autre il a froncé les sourcils, machine elle n'était pas bien, Hmm. l'autre, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas capté, c'est pas grave. Mais ils étaient ailleurs ou voilà, ils sont voilà. Et puis les singuliers, ils arrivent, ils ressentent, c'est des éponges, ils captent l'info. Après ce qu'ils en font, c'est-à-dire comment ils agissent en conséquence, ça c'est une autre histoire. Il y en a qui peuvent se vexer, il y en a qui peuvent se dire « Oh, la personne n'est pas bien, je vais l'aider alors qu'elle n'a rien demandé. Il y en a qui peuvent s'auto-censurer, c'est-à-dire moi je vais froncer le sourcil, « Ah bah je vais pas oser dire ce que je vais dire parce que du coup elle va réagir et je vais me faire rejeter. » Donc derrière, le traitement de l'information, c'est là-dessus pour moi que les singuliers doivent travailler. Par contre, la capacité à capter l'information avec leur capteur, c'est sûr qu'ils captent beaucoup plus d'informations émotionnelles que la moyenne, encore une fois, à cause de leur hyperexcitabilité. Donc c'est la Ce petite qui nuance met sur donc. l'intelligence. Vous voyez l'intelligence émotionnelle. Oui, 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 Dans toute complètement. forme, c'est comme l'intelligence artificielle, traitement de données, base de données, j'ai besoin d'informations pour pouvoir exploiter. L'intelligence artificielle, on la gave d'infos, hein, parce qu'on oublie de dire les bases de données juste incroyables qu'on est obligé de monter pour qu'elles puissent nous sortir quelque chose. L'intelligence émotionnelle, c'est pareil. Base de données informationnelle, des émotions des autres. Je suis désolée, je rationalise un peu le sujet, même si c'est très, parfois Oui. c'est des ressentis, c'est très impalpable. Hein. Mais ce sont des capteurs qui disent, vous avez capté quelque chose. Même si vous vous sentez mal, en étant avec quelqu'un, il y a quelque chose qui est passé. Et après, comment l'exploiter et quoi en faire, ce qui est pour moi la notion d'intelligence émotionnelle et qui va vers celle que vous évoquiez, l'intelligence sociale et relationnelle. Là, c'est une autre étape et ça, à mon sens, il y a besoin de les accompagner pour certains là-dessus, notamment quand ils ont souffert comme ceux dont on parlait tout à l'heure. Mais en soi, sur ces sujets-là, tout le monde devrait être accompagné. Les C'est-à-dire, singuliers et les non singuliers. bien sûr, la seule différence entre les singuliers et les autres, tout ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, à cause de l'intensité, il y a un seuil de tolérance qui est très bas. Voilà la Oui. différence. Donc en gros, le singulier, très vite, avant les autres, parce que c'est comme si on peut imaginer des capteurs hein, très très fins, des capteurs sensoriels, émotionnels, intellectuels, ils vont très très vite capter l'information par rapport aux autres. Mais évidemment que tout le monde a besoin de se pencher sur ce sujet parce que c'est la clé de nos relations sociales. Mais les singuliers, dans leur mode de fonctionnement, assez naturellement, et c'est ça qui est un peu déstabilisant pour certains, ils captent presque malgré eux. Donc vous avez des gens qui toute leur vie sont des éponges, se chargent du mal-être des autres, parce qu'en fait ils vont dans un endroit, la personne n'est pas bien, et ben ils prennent. Ils vont dans un autre endroit, la personne elle est heureuse, bon ça va un peu mieux. Mais ils accumulent comme ça de l'émotionnel, ils s'en rendent même pas compte qu'ils ont capté les émotions des autres. Et ils n'arrivent même pas à dissocier leurs propres émotions des émotions des autres. Donc c'est le travers quelque part, c'est pas un travers, c'est une chance de disposer de beaucoup d'informations dans la vie. Ça nous permet de mieux comprendre les choses, mais ça ne présage pas de notre capacité à agir en conséquence, en fonction de la situation, etc. Ça c'est une autre étape qui s'apprend. Certains le savent le faire et d'autres un peu moins et ont besoin là-dessus de bosser un petit peu.
Quand vous dites que la différence par rapport aux autres, c'est que le seuil d'absorption d'émotions est bien plus bas. Faisant l'avocat du diable, j'ai envie de dire, Ouais. bah, c'est un handicap alors. Donc en fait, ces gens-là sont des handicapés. Bah, c'est ce que je vous disais tout à Je l'heure. vous ai dit que cette discussion allait être très sympathique. Oui, oui, mais moi, ce que je pense, vous savez, ce que dit Jung là-dessus, et je trouve ça très intéressant, il parle des névroses et il dit que les névroses sont liées à la période, à l'époque. Chaque époque a son type de névrose. Hein. Je rappelle, le siècle dernier, c'était les hystériques. Et il disait qu'en fait, c'était une tentative. Oui, mais ça correspond bien. Et je trouve intéressant son approche. Il dit c'est la névrose, c'est une tentative de l'individu de régler en son sein le problème général. Donc en gros, le fait que les émotions, par exemple, soient un sujet totalement occulté par notre société, pourtant à la télé, on est tout le temps en train d'appuyer sur nos émotions en permanence, hein, les chaînes d'infos maîtrisent ça très bien, peur, joie, tristesse, on est tout le temps, ils appuient toujours sur le bouton. Par contre, notre capacité à comprendre et à traiter, elle est pas développée. Pourquoi ? Parce que l'école développe notre capacité rationnelle, apprentissage rationnel, verbal, etc. Mais notre intelligence émotionnelle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec les écoles de commerce, mais ça commence très jeune dans la vie, c'est comment je fais avec ça. Et donc, effectivement, pour reprendre votre point sur le handicap, le fait d'être encore plus submergé, d'en avoir encore plus à traiter, bah, c'est comme vous avez trop de boulot, bah, vous êtes presque déstabilisé par rapport aux autres, désavantagés. Sauf que, donc il y a besoin de le travailler, donc ça peut créer un handicap, sauf que, à mon sens, la clé, c'est, alors il y a des méthodes, mais c'est d'apprendre à les gérer et d'apprendre à les utiliser, ces émotions. Parce qu'elles nous permettent d'interagir avec les autres. Les personnes singulières sont hyper empathiques, elles comprennent intuitivement la souffrance, elles arrivent très vite à cerner les gens, généralement, donc c'est quand même pas anodin, mais derrière, c'est comment on arrive à traiter l'information et en faire quelque part un avantage. Parce que moi, contrairement aux autres, j'ai capté beaucoup plus d'informations, donc j'ai mieux compris la situation. Donc je peux mieux la gérer puisque j'ai plus d'infos sur la situation. Mais il faut que j'ai appris à la gérer. Et c'est là où, quand on apprend à gérer ça, chose que notre société jusqu'à présent n'a pas fait, ne nous a pas aidé à faire, ni nos parents dans l'ancien temps, j'ai envie de dire, cette capacité à comprendre et à gérer nos émotions, ça va être la clé justement pour ne pas en faire un handicap, mais en faire vraiment un avantage, d'avoir traité plus d'infos que les autres et mieux compris que les autres. Et moi, je vois parfois dans certaines réunions, situations, la compréhension de la situation, les tenants, les aboutissants, pourquoi lui il est là, pourquoi elle dit ça, etc. Au bout d'un moment, quand vous travaillez sur ce thème-là, vous lisez comme dans un livre en fait, et vous arrivez même à voir les intentions cachées des gens. Parce que le froncement de sourcils, vous avez réussi à le comprendre, à l'analyser. Donc c'est beaucoup plus riche en termes de compréhension. Mais ça nécessite effectivement des efforts pour apprendre à gérer ça. Bon, on va clôturer avec la question sur laquelle je reviens encore une fois. Je voudrais entendre votre avis, même si je le présage déjà, mais quand même. Ah, je suis prévisible à ce point. Non, c'est pas ça, c'est juste que bon, la réponse me paraît évidente, mais quand même, pour que comme ça, en même temps, tout le monde aussi entende cette chose-là. Est-ce que donc, d'après vous, l'entreprise composée uniquement de Ah surdoués oui. ou de singuliers, d'atypiques est souhaitable et surtout, est-ce qu'elle est possible? Ah, Vous pouvez y aller hein? Bien. alors, sincèrement, il y a différents niveaux de maturité chez les singuliers. Il y a des gens, ils vont vous rendre fou si vous les mettez dans l'équipe. Donc, il faut bien choisir votre équipe de singuliers avec un certain niveau de maturité, de connaissance de soi, parce que ça peut être compliqué dans les interactions. Mais fondamentalement, une équipe de singuliers, c'est un super bon starter. C'est-à-dire que c'est comme, vous voyez, un espèce de feu d'artifice qui, voilà, on a la base et ça part dans tous les sens. Et là, ça permet de construire un noyau d'entreprise qui peut avoir analysé toutes les tendances, anticipé tous les problèmes, eu la vision du développement, etc. Donc ça peut être, et ça va très vite, faut dire ce qui est. Moi, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de singuliers. Quand on travaille sur un truc, vous disiez tout à l'heure, en une semaine, on est là face à face. Vous avez vu, c'était fluide, c'était très facile dans le déroulé. Donc, c'est des modes de fonctionnement quand l'autre comprend, que vous percutez, que l'autre machin, etc. Ça va très, très vite. Donc, il y a une vitesse qui est là.
Et Mais puis, sauf il y que a là, vous travaillez en tête-à-tête, vous êtes que deux. Quand c'est une équipe de 15, 20, 30, 40, 50 personnes, 50 pour moi, c'est trop. Ça marche pas. est-ce qu'il Là, je parle va y d'un avoir noyau une dur. synergie? Non, je pense plutôt à un noyau dur. Pour moi, c'est le concept de la start-up. C'est-à-dire 4 personnes singulières qui se mettent ensemble, 5, allez, 6 bien choisies, parce qu'il faut qu'elles Mais s'entendent. ça existe déjà, certainement. Même peut-être Oui, sans que ces gens-là se le définissent, ouais. mais je suis certain que ça doit exister déjà Oui, partout dans ça le existe monde. dans les startups, ça existe, j'en ai vu, j'en ai même accompagné. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai encouragés à prendre des personnes qui n'étaient pas singulières. Parce que ce que les singuliers ont du mal à faire, c'est la phase de structuration et de répétition de procédures pour pouvoir justement permettre à l'entreprise d'avoir une forme de viabilité. Euh, les singuliers, quand ils sont entre eux, ils ont besoin de nouveautés. Donc, c'est des profils qui vont avoir besoin d'action, d'intensité. Hmm. L'intensité a besoin d'être nourrie. Donc, vous avez un noyau qui va être un peu dans cette démarche-là, mais derrière l'entreprise, vous allez mettre en place des process, je ne sais pas quoi, un process commercial, un process de facturation, qui va nécessiter un suivi régulier et qui n'a pas besoin d'avoir de la nouveauté, pas besoin d'avoir de l'intensité. Et ça, naturellement, le singulier, ça l'ennuie un peu, ça. Lui, il préfère qu'est-ce qu'on met en place, comment on s'adapte, etc. Donc, pour moi, une entreprise faite que de singuliers, profil singulier, c'est pas viable. Parce que, sauf à ce que ce soit une petite structure agile de quelques personnes. Mais si la volonté, c'est de développer une structure pérenne à long terme qui survit au temps et qui se développe, il faut des profils différents. Parce que Et la structuration, c'est pas forcément leur fort. alors justement, les profils différents. Et si je pousse le bouchon en vous disant le noyau dur, les singuliers, les surdoués, les atypiques, les HPI, et le bas de la pyramide, les neuronormaux. Là, on est dans l'eugénisme, dans l'élitisme, dans, je sais pas, communautarisme et tout ce qu'on veut. Ah ouais, bah alors déjà, moi, neuronormaux, ça n'existe pas, hein. Vous savez, si je vous ai dit tout Non, à mais l'heure que c'est un terme comme les autres finalement. Ouais, mais c'est l'importance de C'est comme les la... surdoués. C'est comme les surdoués. C'est la même connerie, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme si 80% de la population, 90, avait le même mode de fonctionnement Bah oui, non, mais linéaire. voilà, Enfin, c'est ça, c'est quand c'est même ça. une forme de déni vis-à-vis de l'humanité, je trouve. Enfin, moi, personnellement, ce terme-là... Mais bon, mais effectivement, j'ai pas dit en haut et en bas. J'ai pas dit en haut de la pyramide, il faut des singuliers C'est et en moi qui l'ai bas... dit. Ouais. J'en porte toute la responsabilité, j'en suis J'ai conscient. pas forcément pensé à ça parce que les singuliers, il y a des profils qui sont des experts. Donc ça va être des personnes très pointues sur un domaine. Elles ne seront pas sur la stratégie, elles vont être dans l'expertise d'un domaine particulier de votre activité. Et elles n'auront pas vocation à être, par exemple, en haut, à définir la stratégie, mais plus à être dans un poste où ce sont les points de référence en expertise parce qu'ils font de la veille, ils cherchent à comprendre, Mm. etc. Donc, dans la structuration de l'entreprise, et vous pouvez avoir une personne en direction qui n'est pas singulière, mais qui a de l'expérience professionnelle, qui va être plutôt la personne qui va réguler l'intensité, qui va remettre un petit peu tout le monde en place. La constante pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle, pour être très franche, c'est-à-dire la capacité à interagir les uns avec les autres. Ça, c'est le lien qui permet de travailler ensemble. Après, une entreprise que de singulier, à mon sens, ça part, le risque, c'est qu'il n'y ait pas de productivité, c'est-à-dire qu'en fait, en termes de concrétisation, bah, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et la pérennité, c'est-à-dire la capacité à se développer, à survivre au temps, ça risque d'être compliqué aussi. C'est un petit peu, voilà. Par contre, en démarrage, en phase de démarrage, c'est très puissant. Ça va très vite et c'est très puissant. Bon, je pense qu'on a balayé, on va dire, le principal de ce que je voulais voir avec vous. Après, forcément, c'est un sujet comme tous les autres, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, naturellement, mais surtout qu'on est en train de basculer dans le, comment dire, hors du cadre youtubesque, c'est-à-dire quand on dépasse 1h30 d'une vidéo, d'une interview, déjà on est dans le rouge. Donc je pense qu'en tout cas pour cette fois-ci, on va s'arrêter là. Je vous remercie déjà d'avoir accepté rapidement, facilement, aimablement mon invitation. Ça fait un moment que je n'ai pas publié d'interview sur ma chaîne, donc maintenant ça sera une chose de faite. Et surtout, je suis, je le répète, particulièrement ravi que j'ai enfin une femme francophone. J'avais une femme anglophone déjà, mais bon, vous savez, sur une chaîne francophone, une vidéo en anglais, c'est une perte de temps. Ne le faites pas, ça sert à rien parce que une vidéo en anglais pour les Français, non.
Non, Non. faut pas le faire. Donc je suis ravi enfin d'avoir une première femme, en plus qui parle du sujet que, voilà, dans lequel je baigne depuis bientôt 10 ans, vous même plus que ça, parce que je pense que depuis 2007-2008 ou quelque chose comme ça, j'ai lu ça quelque part, bon voilà. Et on mettra naturellement en bas sous la vidéo tous les liens et des articles dont on a parlé et les liens de Sabrina pour la retrouver et sur les réseaux sociaux et sur son site et partout. Voilà. Donc merci encore. Et puis bon bah je vous dis à bientôt. À bientôt, merci de m'avoir invité. Merci Antoine, à bientôt. C'était un plaisir d'échanger. Merci. Bon, coupé.